Bonjour, bienvenue aux Essentiels en oncogériatrie. Je suis le docteur Jean-Yves Nimier, coordinateur médical de l'UCOG Lorraine, et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Patrice Gallet qui va nous parler des cancers ORL. Donc, je suis le professeur Gallet, je suis ORL au CHRU de Nancy et je fais essentiellement de l'activité de cancérologie, mais je m'occupe aussi de la rééducation des patients atteints de cancérologie et de tous les aspects fonctionnels de la chirurgie cervicale et de la cancérologie. Quels sont les facteurs de risque des cancers ORL et y a-t-il des populations plus à risque ? Alors, effectivement, il y a des populations plus à risque. On sait depuis longtemps que le tabac et l'alcool donnent des cancers ORL. On a vu une diminution de ces cas parce que les comportements à risque diminuent un peu. Donc on a moins de fumeurs, moins de buveurs dans la population. Ça peut être d'ailleurs des consommations peu importantes mais prolongées dans le temps. Donc c'est des facteurs de risque qui sont quand même en diminution. Il y a un petit peu moins de cancers. En revanche, on a des facteurs qui augmentent comme le papillomavirus. C'est un virus dont on parle beaucoup puisqu'on a aujourd'hui un vaccin pour empêcher la survenue des cancers liés au papillomavirus. Et ça donne des cancers chez des sujets qui sont plus jeunes souvent, non fumeurs, non buveurs. Et donc c'est une population qui est de diagnostic plus difficile parce qu'on y pense un peu moins souvent. Puis il y a d'autres facteurs qui sont plus rares, les poussières de bois, les hydrocarbures, certains virus comme Epstein-Barr, la mononucléose, qui peut aussi donner des cancers ORL dans quelques circonstances. Cancer ORL et sujets âgés, y a-t-il des particularismes par rapport à la population plus jeune ? Oui, il y en a. En réalité, c'est simplement que ça potentialise les difficultés qu'on peut avoir chez le sujet jeune parce que les cancers ORL touchent une sphère qui est très importante pour la communication, pour la déglutition, pour la respiration. Et entraîne naturellement déjà des risques de dénutrition, une grande fatigue. Et évidemment, sur un terrain plus fragile, c'est plus compliqué. Et donc, on a cette première particularité des fragilités en gériatrie qui sont plus importantes que chez le sujet jeune. Et donc, ça entraîne des difficultés supplémentaires pour des prises en charge qui sont extrêmement pourvoyeuses d'effets indésirables, sur la déglutition notamment, mais sur la respiration aussi. Et donc, l'une des principales problématiques, c'est ça, c'est cette évaluation des fragilités. Et puis, il y a d'autres particularités qui sont plus d'ordre social, le retour à domicile avec ces difficultés-là, et puis l'entourage qui est peut-être un peu plus fragile aussi, et souvent, il y a des personnes âgées qui portent eux-mêmes des problématiques à la maison. Leur femme a une démence débutante, par exemple, et donc l'intégration d'un parcours de soins qui peut être prolongé de plusieurs semaines est parfois très, très complexe. En dehors de ça, il y a quand même finalement on essaye d'aller quand même vers un traitement un peu similaire, et donc on essaye de tendre quand même vers des prises en charge similaires au sujet jeune. Donc, sur les traitements eux-mêmes, c'est surtout des adaptations par rapport aux fragilités cardiovasculaires notamment et rénales aussi. Quel peut être l'apport des évaluations oncogériatriques dans ce contexte ? L'apport est essentiel, surtout pour évaluer les fragilités, parce que c'est vrai que même si nous sommes habitués à les rechercher, puisque ce sont des fragilités comme la dénutrition, on retrouve ces mêmes particularités chez les sujets jeunes, cette évaluation s'avère beaucoup plus complexe chez des sujets polymédiqués et puis qui ont des fragilités importantes. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour la prise de décision, c'est important parce que parfois on est dans l'ambivalence vis-à-vis d'une décision et sur l'évaluation des difficultés qu'on va pouvoir avoir en post-opératoire, le gériatre a une autre vision et vient compléter notre évaluation, donc c'est très complémentaire. Sur l'anticipation du retour à domicile et des aides qu'on va pouvoir mettre en place, c'est aussi primordial parce que c'est une expertise qui s'ajoute aux nôtres et ça représente quand même une part importante de notre population. Plus d'un tiers des patients atteints de cancer ont plus de 70 ans. Donc c'est un pool important de nos patients. Donc c'est finalement, on pourrait très bien dire qu'on n'en a pas besoin puisqu'on connaît un peu, ça fait partie de l'essentiel de notre patientèle, mais en réalité les visions sont complémentaires et ils s'articulent très bien. Quels sont les principes de prise en charge actuels des cancers ORL ?
Alors, on va séparer deux cadres, les tumeurs toutes débutantes et puis les tumeurs plus avancées. Le cadre des tumeurs débutantes, souvent c'est la chirurgie ou les rayons tout seuls. Et donc, ce sont des traitements qui sont relativement légers. Et notre objectif, c'est justement de tendre le plus possible vers un diagnostic précoce pour arriver à ces solutions très légères, d'une chirurgie qui n'emporte qu'une petite partie, qui reste donc très fonctionnelle et qui s'intéresse qu'aux ganglions qui drainent la zone et donc qui ne laisse que peu de traces au niveau du cou. Donc, en fait, on essaye de tendre vers ces prises en charge quasi sans séquelles. Et puis on va avoir le deuxième cas, des chirurgies plus lourdes, avec des reconstructions qui sont nécessaires, que ce soit pour des raisons esthétiques ou surtout fonctionnelles, pour pouvoir avaler correctement, respirer, parler. Donc des enjeux majeurs de la vie de tous les jours. Et donc ces reconstructions font parfois appel à des techniques complexes, des chirurgies qui durent toute la journée, et des suites qui s'étirent dans le temps, avec parfois des séjours de plus d'un mois. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi la radiochimiothérapie chez ces tumeurs avancées. Et donc là, ce sont des traitements aussi très lourds en termes de conséquences, parce qu'il y a des brûlures, il y a des brûlures au niveau de la peau, au niveau de la gorge. Et donc pendant toute la période du traitement, c'est un peu compliqué. Et ça laisse à terme des séquelles plus importantes. Et comme c'est la majorité de nos patients qui arrivent un peu tard dans la prise en charge, c'est souvent vers ces prises en charge plus lourdes qu'on tend. Notre objectif, c'est quand même d'améliorer ça et de faire en sorte d'avoir un plan de traitement personnalisé qui essaye d'aller au plus juste et de diminuer la morbidité des traitements, de diminuer les conséquences des traitements pour coller au mieux à la maladie et être efficace tout en réduisant les séquelles après. Quels sont les progrès ou avancées médicales attendues dans les prochaines années ? Eh bien, c'est justement dans cette optique d'améliorer les séquelles des traitements qu'on travaille, parce qu'il y a eu beaucoup de progrès sur la survie et sur la capacité à surmonter cette épreuve contre la maladie. Maintenant, la difficulté principale, c'est de réduire les séquelles. Et donc, les pistes actuelles, c'est d'avoir des chirurgies moins invasives, ça c'est sur le versant chirurgical, et de mieux cibler la tumeur, donc de mieux voir la tumeur et de mieux voir ses limites. Ça, c'est les travaux de recherche actuels. Sur le versant médical, on a vu arriver l'immunothérapie. Et ça transforme aussi nos prises en charge, ça transforme nos pronostics, mais ça transforme aussi les difficultés qu'on peut avoir à mettre en place des traitements, parce que ce sont des traitements qui sont un peu moins toxiques que la radiothérapie, avec une toxicité quand même, mais moins toxiques que la chimiothérapie. Et donc, ils ont vraiment un avenir prometteur. Et on développe de nouvelles cibles aussi des traitements médicaux. Donc, le traitement médical des cancers ORL est en train de progresser de façon très importante et ça donne beaucoup d'espoir pour les années à venir. La moyenne d'âge de prise en charge des patients pour des cancers ORL est-elle plus jeune que pour d'autres cancers? En d'autres termes, y a-t-il moins de patients âgés susceptibles d'être pris en charge que pour d'autres cancers? Alors, ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'on a quand même 10% de nos patients qui ont plus de 80 ans, un tiers qui ont plus de 70 ans. Donc, on a quand même une population très âgée qui a des cancers ORL. C'est vrai que l'âge usuel, c'est plutôt 50-60 ans. 50 à 70 ans, c'est vraiment la fourchette habituelle. Mais on a des personnes très âgées qui ont des cancers ORL. Donc, oui, par rapport à la prostate, par exemple, mais non par rapport au mélanome. Donc on est sur une population qui est quand même relativement âgée et où la question de l'oncogériatrie se pose de façon très importante. Pour terminer, pourrait-on lister les principaux symptômes d'alerte qui doivent faire suspecter un éventuel cancer et donc faire consulter rapidement un médecin, un généraliste ou un spécialiste? C'est une très bonne question, parce que les symptômes ORL sont des symptômes assez banals et qu'on laisse un petit peu couler et qui ressemblent par exemple à une aphte qui a du mal à guérir, ou une angine qui a du mal à guérir, ou une laryngite, une extinction de voix qui ne guérit pas, des difficultés à avaler. Et en fait, ce sont des petits symptômes qui n'alertent souvent pas au départ et puis qui persistent dans le temps. On considère que ces symptômes doivent disparaître en 15 jours à 3 semaines et que sinon, il faut vraiment voir l'ORL. Et c'est tout l'enjeu, justement, c'est de voir les gens tôt pour prendre en charge tôt, pour avoir beaucoup moins de séquelles après.
Donc il faut bien rappeler ces symptômes effectivement, donc, comme une aphte qui ne guérit pas dans la bouche, comme une angine qui a du mal à passer, donc on a mal dans la gorge, du mal à avaler, parfois mal dans l'oreille et parfois du mal à ouvrir la bouche. Et puis bien sûr l'atteinte aussi de la voix et puis des difficultés à respirer. Ça c'est vraiment des symptômes d'alerte qui doivent mettre la puce à l'oreille et faire consulter le médecin rapidement. Si ça ne passe pas en 15 jours, en tout cas il faut consulter absolument un ORL. Un grand merci pour cette présentation et à très bientôt pour un nouvel épisode des Essentiels en oncogériatrie. Au revoir. Au revoir.